L'Atlético de Madrid a eu sa revanche. L'Atlético s'est imposé, a fait tomber le Real Madrid en Coupe du Roi. Victoire 4-2. Au terme d'un match encore un petit peu fou. Retour sur cette prestation des Madrilènes. C'est le débrief de Real France. C'est parti. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour un petit débrief en compagnie de Jota où on va revenir sur ce match entre l'Atlético et le Real Madrid où il y a quand même pas mal de petites choses à dire. Mais d'abord, salut Jota, salutations. Salut Tom. Voilà, petit résumé rapide comme d'habitude. Avec une première période globalement dominée par les merengues, je trouve. Un plan de jeu assez bien exécuté. L'Atlético n'a pas peur d'attaquer, mais se fait quand même piquer en contre-attaque. Sauf que Bellingham tape la barre, Rodrigo et Vinicius tombent sur un bon black, et puis c'est l'Atlético qui va finalement ouvrir le score un petit peu contre le cours du jeu, j'ai envie de dire. Par chance, si on peut le tourner aussi ainsi, le Real Madrid égalise juste avant la pause, un contre son camp de Oblak qui manque complètement sa sortie, lui qui faisait un match immense jusqu'ici. Un but partout donc à la pause. Au retour des vestiaires, le Real revient avec de bonnes intentions, je trouve, semble avoir le contrôle. Mais on va une nouvelle fois offrir un but au Colchoneros suite à une mésentente entre Rudiger et Lunin, pour le dire, on va dire gentiment. Le match devient alors un peu pourri. C'est c'est ce que cherche à faire l'Atlético et réussit à le faire pendant bien les 15-20 minutes qui vont suivre. Sauf que le Joker, Rossellou, va entrer en jeu, il va marquer dans la foulée. On file vers les prolongations. Puis après, je vais vous la faire courte. Cette fois-ci, c'est l'Atlético qui va s'imposer grâce à un but, notamment de Griezmann, juste avant la fin du premier quart d'heure de jeu, de la prolongation, bien sûr. Le Real Madrid est éliminé de la Coupe du Roi. Rota, défaite 4-2. C'est quoi ton ressenti à chaud? Beaucoup de colère, notamment envers Carlo Ancelotti, où j'ai pas compris énormément de choses de son coaching aujourd'hui, à commencer par le 11 de départ. Je pense qu'il s'est totalement planté. J'avais ce sentiment avant le début du match, ça s'est confirmé pendant le match. Et puis ces changements qui sont prévisibles, hein, ces changements où on pourrait sortir une feuille 20 minutes avant le match et puis les inscrire, où on aurait tous tout juste depuis des années. Bah, ça s'est confirmé en fait, il y a pas beaucoup de choses. Ça a souri encore une fois, ces changements ont souri et ont fait que le Real parvient à égaliser à 2-2. Mais bon, la chatte, elle peut pas durer éternellement et forcément au bout d'un moment, bah, on est obligé de tomber et c'était le cas ce soir. Il y a eu beaucoup de déchets dans ce match. Donc il y a de la fatigue aussi, il faut aussi le comprendre et voilà, on y reviendra peut-être un peu plus en détail, mais forcément il y a des circonstances un petit peu atténuantes. Mais il y a eu des performances individuelles plus que passables, certaines catastrophiques. Et voilà, forcément, face à une équipe qui joue un petit peu sa vie et qui avait soif de revanche et qui, pour le coup, avait vraiment envie de gagner, malgré le fait qu'ils étaient bien en dessous pour moi, encore une fois, ce soir. Bah voilà, c'est le cœur qui l'a emporté. L'Atlético remporte malheureusement, fort logiquement, ce match. On parlera du coaching un petit peu plus tard, mais on peut déjà parler du 11 de départ. C'est pas forcément celui que l'on attendait. Nous, on s'attendait à ce qui reste plutôt dans le schéma de dimanche. Là, il y a eu quand même des évolutions, notamment au milieu de terrain. Camavinga et Luka Modric titulaires en lieu et place de Aurélien Tchouameni et de Toni Kroos. Un mot là-dessus d'abord. Bah, pas compréhensible, on l'avait dit, l'entrée de Camavinga, on pouvait l'imaginer. Maintenant, on avait dit qu'en sentinelle, en 6 après sa performance à Aurélien Tchouaméni, bah, il était, logique de le remettre, de le retitulariser, de le mettre dans ce système et surtout à cette position-là. On avait besoin d'impact dans ce milieu de terrain qui est très, très dur, avec Saúl, Koké et De Paul qui sont des joueurs qui vont au charbon. Le choix de Camavinga qui, en plus est un choix en réalité qui avec Fede Valverde et Luka Modric, on ne dispose pas d'une sentinelle pure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mouvements entre les 3, mais là pour le coup, c'était des mouvements un peu un peu flous, en tout cas pour moi. Et puis la titularisation de Luka Modric, plus que la titularisation de Luka Modric, c'est plutôt l'absence de Toni Kroos, moi, qui me gêne dans ce 11. Encore, on le voit grâce à son entrée en fin de match. C'est l'un des meilleurs du match en rentrant. Je ne sais pas combien de temps il est rentré, peut-être une demi-heure, 40 minutes, je ne sais plus. Mais c'est l'un des meilleurs. Il a récupéré énormément de ballons. C'est lui qui distribue, c'est lui qui temporise. Il a très peu de déchets techniques. Modric, pour le coup, voilà, dans ces matchs à haute intensité, je pense que ça commence à se voir que si son contrôle, son premier contrôle, sa première prise de balle n'est pas bonne,
son coup de rein, il n'est plus là. Et forcément, bah, pour moi, c'est un des pires du match. Il a pas été bon du tout. Et ça s'est vu. Ça s'est vu et ça a coûté énormément cher au Real. Ouais, je suis d'accord avec ça. Sur la preview, l'avant-match qu'on a fait, tu disais que le Real était au-dessus sur le papier, on est d'accord sur ça, je pense tous, et que la meilleure chance finalement de l'Atlético, parce qu'on parlait des possibles ajustements tactiques que Simeone pourrait faire. Toi, tu nous disais que finalement revenir sur un schéma sur quelque chose un peu plus défensif, de plus sale entre guillemets, c'était peut-être leur meilleure chance. C'est un peu ce qu'on a vu finalement ce soir, non? Ouais, pourtant ils ont commencé tambour battant sur le début de match. Ils sont assez offensifs, donc je m'attendais à avoir un schéma assez similaire. Maintenant, là où il a pas fait l'erreur qu'il a réalisée en Supercoupe, c'est que à partir du moment où il menait, là il serrait un petit peu plus la vis, et, par chance ou par ou par mes aventures de notre côté, on leur a offert 3 buts. Donc forcément, à partir du moment où ils sont 3 fois devant, c'est quand même bien plus simple de pouvoir tenir le score. Et à chaque fois qu'il menait, oui, là il fermait. Et l'Atlético l'a fait un peu mieux que d'habitude. Donc forcément, la troisième était la bonne. Et oui, je pense qu'il y a eu un petit peu plus de valeurs du Cholo qui ont été réunies sur le terrain. On le voit. Voilà, c'est ça. L'Atlético s'impose. Encore une fois, je le dis logiquement au point de vue du contenu, en tous les cas de l'envie, à mon sens. Ouais, c'est vrai. Parce que je suis d'accord avec toi sur le début de match, il y avait vraiment la volonté d'attaquer, de marquer ce premier but, de prendre l'avantage côté Atlético. Après, je pense qu'ils ont fait aussi pas mal refroidir par vraiment les transitions et les contre-attaques du Real Madrid où ça allait vraiment très vite avec Vinicius, Rodrigo, Bellingham aussi, notamment sur la première période. Le Real a manqué beaucoup d'efficacité, de réussite, faut le dire aussi, hein, puisqu'on tape quand même 2 fois les montants. Il y a aussi un immense Oblak sur la première période qui sort de 3 arrêts quand même assez fou. Donc il y a quand même aussi un peu de malchance côté Real, manque d'efficacité. Ouais, plutôt manque d'efficacité. La malchance, oui, ça fait partie du jeu, évidemment. Oui, les deux frappes contrées. Mais après, on bénéficie aussi de chance sur notre but, comme eux bénéficient de chance également sur leur but aujourd'hui. Voilà, ça fait partie du jeu. Mais le manque d'efficacité, oui, lui, il est un petit peu plus criant. Je pense on aurait pu voilà être un peu plus réaliste. La première occasion de Vinicius, voilà, je lui demande pas forcément de la mettre, mais par contre la cadrer, je pense que quand on est professionnel, Hmm. c'est absolument indispensable. Tu es à 8 mètres, tu cadres pas sur un ballon qui vient vraiment face à toi, c'est compliqué. C'est pas la seule occasion qui me vient, enfin qui s'est déroulée, mais c'est la première qui me vient en tête parce que c'est la plus flagrante. Donc Ouais. oui, il y a un mélange de tout. Il y a un mélange de fatigue, il y a un mélange pour moi de milieu de terrain qui est pas complémentaire et en tous les cas pas prêt à affronter ce milieu de terrain de l'Atlético. Donc il y a des choix, il y a de la chance, il y a du réalisme, il y a de la fatigue, il y a un peu de tout. C'est beaucoup de sentiments mélangés. On peut pas être que négatif quand ça va pas et ultra positif quand ça va. Mais là, pour le coup, il y a quand même plutôt pas mal de choses négatives dans ce match. Sur quoi tu mets principalement le compte de cette défaite? Un Real défaillant dans les deux surfaces, c'est un bon résumé pour toi? Ouais, pour moi, c'est Ancelotti. La défaite, elle est 100% pour Ancelotti. Enfin, pas 100% parce qu'il y a d'autres individualités qui sont à mettre en défaut aujourd'hui. Mais pour moi, encore une fois, je reviens, son 11 de départ n'est pas compréhensible, pas pour affronter cet Atlético-là. Ces changements ne sont pas bons. Euh, on en reparlera encore, mais ouais, il y a des joueurs qui restent sur le terrain dont je comprends pas aujourd'hui et des joueurs qui rentrent pas dont je ne comprends pas non plus. Mais ouais, moi je remets la faute sur Ancelotti et après oui, forcément, il y a aussi on a eu un portier, je vais peut-être me faire des ennemis, mais je le dis qui était catastrophique aujourd'hui. C'est pas son arrêt sur Morata qui fait que sans lui il y a pas de prolongation. Je l'ai lu un peu sur Twitter, je l'ai lu un peu partout, ça c'est mes couilles. Sur les 3 buts, il est pas bon. Sur le premier, il glisse. Sur le deuxième, Rudiger est très fautif également, comme sur le premier, mais sur le deuxième, il est pas bon. Mais Lounine doit capter ce ballon ou en tout cas pas le dégager plein axe. Et puis sur le troisième, quand on tourne son cul et sa tête, c'est Lucas Zidane au Castilla il y a 6 ans. Ça, c'est pas possible non plus. Un gardien, il tourne pas son cul, il n'a pas peur, angle fermé pour pas prendre de but. Donc voilà. Donc oui, pas de réalisme et pas d'efficacité dans les deux surfaces. Lounine catastrophique. Et puis devant, c'est pareil, c'était nul à chier. Ouais, c'est vrai que moi, ce qui m'a gêné beaucoup dans ce match-là, quand on regarde ce match, c'est que je vois que tu as deux joueurs sur tes allez, trois offensifs. Allez, on va dire quatre, parce qu'après, avec Brahim Diaz, t'es passé sur un schéma un peu plus offensif encore. Mais en tout cas, tu as deux de tes trois ou quatre joueurs offensifs qui font les 120 minutes de jeu.
Je trouve que c'est énorme, c'est beaucoup trop parce que de toute façon les deux étaient cramés. Donc après, je comprends évidemment la lecture de ouais, mais ce sont des génies, ouais, à tout moment, à n'importe quelle seconde du match, ils sont capables de faire, d'avoir le déclic, le coup de magie qui va faire basculer le match. Ça, je l'entends ce discours-là, mais je pense quand même qu'avoir deux joueurs cramés dans la prolongation, je trouve que c'est gênant et très problématique. Bellingham faisait un match bien meilleur que celui de Vinicius, puisqu'on parle de ces deux joueurs-là. Donc je comprends tout à fait que Bellingham reste dans ce match-là, mais Vinicius, je ne comprends pas du tout qu'il fasse les 120 minutes de jeu. Et de surcroît, d'autant plus que quand on voit bah, finalement le but de Griezmann, d'où ça vient. Alors, c'est pas à 100% à cause de Vinicius, mais ça part Si. quand même d'un contrôle qui est absolument catastrophique. D'ailleurs, en plus, vu qu'il a déjà un carton jaune parce qu'il arrête pas de parler, qu'il agace tout le monde et notamment les arbitres, et il prend des jaunes pour rien, pour pas des fautes dans le jeu qui pourraient être utiles, comme sur celle de Griezmann où il aurait pu faire une petite faute intelligente. Il prend son carton jaune et voilà, on n'en parle plus. Donc c'est pas le seul fautif sur le but, mais en l'occurrence, je ne comprends pas qu'un Vinicius fasse son match. Je pense que tu faisais aussi référence à ça. Là, moi, je me dis, mais pour la prolongation, allez, envoie le petit Arda Güler, on voit ce qu'il peut faire. Qu'est-ce qu'on a à perdre de toute façon, puisqu'on était dans un contexte où le facteur physique forcément allait beaucoup compter. Je vais essayer de me tempérer concernant Vinicius. C'est absolument invraisemblable. Est-ce que ce joueur, est-ce que c'est CR7, est-ce que c'est Léo Messi, pour qu'on puisse en dire qu'à tout moment il peut débloquer un match quand il est dans cette forme-là? L'erreur, justement, elle vient d'Ancelotti parce que Vinicius, il est comme tout le monde. Là, je vais plaider un petit peu en sa faveur dans un premier temps. Vinicius, il peut passer à côté d'un match. Il a le droit de passer à côté d'un match. Il a le droit de pas être bon dans un match. Par contre, c'est à l'entraîneur de l'enlever bien avant. Et quand je dis bien avant, c'est bien, bien avant. Vraiment bien, bien avant. Alors, à la limite, les 90 minutes, voilà, quand tu égalises, tu te dis, voilà, on va en prolongation, ok. C'est un joueur qui peut faire des différences, ok. Mais quand il fait aucune différence, quand c'est 100%, allez, j'abuse, 90% de perte de balles sur beaucoup de ballons touchés aujourd'hui. C'est invraisemblable que ce joueur fasse 120 minutes. Il a été catastrophique. À part haranguer, mais faire le clown pour demander au public, et il le fait tout le temps, toutes les 2 minutes, à haranguer le public pour dire voilà, le Real Madrid et tout, mes couilles, ça c'est chiant. Et puis ouvrir sa gueule sur les arbitres, il a été capable de rien aujourd'hui, de rien du tout. Donc Arda Güler, pourquoi est-ce qu'on l'a signé? Ça va être le même débat que sur d'autres années. Pourquoi est-ce qu'on le signe? Pourquoi est-ce qu'on signe ces joueurs-là? Pourquoi faire? Pour leur faire 2 minutes en Liga quand elle est pliée? On est en Coupe du Roi, c'est une compétition entre guillemets mineure. Il y a de la fatigue. On sort d'une super coupe, d'un voyage. Tu ne le fais pas jouer. Pourquoi? C'est quoi la raison? Nico Pass, pourquoi est-ce qu'il a disparu des radars? Pourquoi est-ce que Nico Pass, il disparaît des radars? C'est la même chose. C'est un jeune qui avait de la confiance, qui apportait quelque chose. Et pour le coup, un joueur que j'ai très souvent défendu et que j'adore, Dani Ceballos, ne met pas un pied devant l'autre cette saison. Toutes ses entrées sont catastrophiques. Pourquoi Nico Pass ne joue pas? Pourquoi on fait ce type de choix où tous les changements d'Ancelotti, je le répète, tous les changements 20 minutes avant le début d'un match, on peut les mettre sur un papier et on les connaît. Changement de latéral gauche, il crève s'il en fait pas. S'il le fait pas, il meurt. C'est obligatoire. Mais là, aujourd'hui, il l'a fait 2 fois. Il l'a sorti 2 fois. Incroyable. Enfin, voilà, c'est des choix incompréhensibles. Bellingham, pour moi, il fait un match hors norme. Vraiment, il fait une première mi-temps de génie. Il est exceptionnel. Petite baisse de régime de la 45e à la 70e. Et ensuite, il reprend encore les commandes et il a du jus et il essaye de faire des différences. Je l'ai trouvé vraiment très, très bon. Et là, pour le coup, il a eu un rôle où il n'était pas forcément décisif. Il n'a pas énormément frappé. Bon, il fait une passe décisive, mais il n'est pas ultra décisif comme habituellement. Mais par contre, il a éliminé, il a cassé des lignes, il a défendu, il a fait des retours énormissimes. Vinicius, non, c'est pas possible. Quand Rodrigo sort avant Vinicius dans ce match, Rodrigo n'était pas exceptionnel, mais sortir avant Vinicius, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il a un totem d'immunité, qu'il le sait et qu'il ne sortira jamais. Jamais, jamais, jamais. S'il ne sort pas dans ce match-là où il ne réussit rien, dans ces conditions, avec de la fatigue, une prolongation, bah Arda Güler, faut le laisser en prêt, ça sert à rien. Hmm. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. Et moi, ce qui me gêne vraiment avec l'attitude de Vinicius, et pourtant tu me connais, je suis quand même quelqu'un d'assez paisible, patient, tout ça. Mais même moi, par rapport à Vinicius, là, je suis vraiment très agacé. Et de toute façon, on n'est pas les seuls, hein. On voit un peu sur les commentaires sur les réseaux sociaux, tout Ça se ça, Real multiplie, ouais. France. Il y en a de plus en plus de gens qui s'agacent. Là, sur la première période, je voyais bien sur les réseaux, les gens étaient agacés parce que
Honnêtement, je pense que si en plus, si on met pas, si on revient pas vite dans ce match où on marque pas ce but un peu avec de la réussite sur juste avant la pause, je me demande s'il pète pas les plombs et il prend pas le rouge plus tôt parce qu'il était déjà sur la fin de première mi-temps, il était vraiment, je pense, au bord de saouler définitivement l'arbitre et de prendre son deuxième carton jaune. Même si c'est à ce moment-là qu'il prend le premier. Et moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que je comprends pas qu'au Real Madrid, on laisse passer ça. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir aussi le recadrer, en fait. Et s'il a besoin d'une aide psychologique, ce qui semble être le cas, hein, parce que ces déclarations, notamment après la Supercopa, bah, c'était contre, non, c'était après le Classico. Il le Euh, reconnaît au il, moins, ouais. il le reconnaît, et il le dit bien que c'est pas lui, il se sent, il est pas seul dans sa tête entre guillemets dans ces moments-là. Il perd un peu les pédales, il arrive pas de se contrôler. Ça, je peux le comprendre. À un moment donné, faut s'y faire quelque chose parce que ça devient très pénalisant et ça l'aide pas en plus parce que ça le fait sortir de ses matchs systématiquement. Là, en plus, ce soir, pour l'Atlético, qui cherchait un petit peu à entrer dans ce type de match-là, bah, c'était du pain béni que d'aller titiller un petit peu un Vinicius qui, en plus, n'avait pas l'efficacité qu'il avait pu avoir lors du Classico. Donc, c'est un vrai problème. Et puis, bah, je le dis encore, mais sur l'action de Griezmann, s'il n'a pas ce carton jaune stupide qu'il prend en fin de première période, il fait une faute sur Griezmann, ou en tout cas, il défend mieux. Et peut-être qu'après, bah, ça se finit pas comme ça, même si, encore une fois, on va en reparler juste après. Sur ce but-là, c'est pas le seul fautif, hein. Tchouaméni, on peut en parler, il dort complètement. Aussi, ouais. Lonin, tu l'as dit, qui se retourne, invraisemblap. Un gardien qui se retourne devant une frappe, c'est choquant, je trouve. C'est Lucas Zidane qui nous Ouais. avait fait ça il y a quelques, il y a quelques années, mais oui, Non, mais c'est un c'est clair. problème. C'est un problème à régler, je trouve, pour lui et pour le Real. Et je comprends pas, moi, qu'au Real, et à un moment donné, ça ne devient pas un sujet primordial à régler parce que c'est vraiment un problème. De toute façon, c'est pareil. Dans le football, c'est souvent ça. Un joueur qui arrive à se contenir, à se canaliser, est forcément meilleur. Un joueur qui s'égare dans ces attitudes-là, il va forcément être moins bon, surtout dans un jour où il est moins bon. Vinicius, il a besoin de personne pour prendre des jaunes et pour s'énerver. La preuve, il vient taper sur l'épaule de l'arbitre pour lui dire un truc dans une faute où il a aucun rapport. Il prend son jaune parce que l'arbitre, au bout de 10 tapes, il se dit, bon, il va arrêter de me casser les couilles et je vais lui mettre. Donc, il n'a pas besoin de ça. Mais en plus de ça, il est trop facile à énerver. Rodrigo de Paul l'énerve comme il veut. Le Cholo sur le deuxième but, sur le but égalisateur, il vient chambrer la tribune. Pourquoi il fait ça? Chambrer, ok, mais pourquoi est-ce qu'il vient faire chier comme ça systématiquement? C'est tout le temps lui. Il y a des gens dans la vie qui aiment être discrets, pas être trop remarqués. Lui, il adore le contraire. Et au Real, ces joueurs-là, en règle générale, ils font pas une saison. C'est-à-dire que le Real règle ces problèmes-là. Le Real, comme le Barça, ont instauré dans leur charte générale pas de coupe fantaisiste. Neymar, quand il est arrivé de Santos au Barça, pas de coupe. Toutes ces coupes étaient interdites. Les cheveux bizarres, interdits. Boateng, pareil. Le Real fait la même chose. C'est-à-dire qu'il déteste ces attitudes-là, il déteste les choses folkloriques, il déteste le chambrage. Et lui n'est jamais sanctionné au niveau interne. En tous les cas, on n'a pas l'impression, puisqu'il continue. Lui reconnaît le problème. Donc, comme tu l'as dit, à un moment donné, il faut le régler. Surtout qu'encore une fois, Vinicius, sans ces égarements-là, ça serait un meilleur joueur, forcément. Si tu t'égares pas, si tu prends pas des jaunes à la con, comme tu l'as dit. Bon, je suis pas certain qu'il aurait eu l'intelligence de faire la faute, mais en tous les cas, sans le jaune, il peut la faire. Avec le jaune, il peut pas. Et encore, quand Griezmann le prend un petit peu de vitesse sur sa dernière accélération, il a à deux doigts de lui mettre un croche-patte, mais quand il est dans la surface, je me suis dit, putain, non, en plus, il va pas être con. Ah ben, il a à deux doigts d'essayer de le ramasser. Et j'ai vu le pénalty, moi, je Ouais, t'avoue. c'est énervant, c'est agaçant. Alors encore une fois, on va dire que je m'acharne sur lui. C'est pas le seul, hein, des joueurs mauvais dans ce match. Il y en a eu, hein, Rudiger, Lounine, l'entrée de Ceballos, l'entrée de Brahim aussi. Enfin, je veux dire, voilà, il y a pas, je fais pas vraiment une fixette sur Vinicius. Mais lui, pour le coup, déjà, c'est un joueur qu'on attend à être transcendant. Mais en plus de ça, son attitude joue pas en sa faveur pour qu'on ait pitié de lui. Et en plus, pour le coup, il fait un vrai non-match. Mhm. Et en plus, pour finir vraiment sur Vinicius, le pire, c'est que quand il s'est provoqué, parce que forcément, ce sont des joueurs que les autres vont chercher parce que c'est un moyen de les déstabiliser et de les faire sortir du match. Le pire, c'est que lui, en termes footballistiquement parlant, il a toutes les capacités pour détruire ses adversaires, mais même psychologiquement, en fait. Moi, tu m'insultes, mais derrière, moi, je vais te faire ça, ça, ça. Et derrière, il peut les rendre fous tout seul.
sans même dire un mot, juste avec son football en fait, parce qu'il a tellement une panoplie en plus de gestes qu'il est capable de te mettre un petit pont, de faire un petit crochet, une feinte, où tu vas avoir un rein qui va partir un peu en freestyle. Enfin, il a toutes les capacités en plus techniques pour humilier ses adversaires et répondre à leurs provocations. Et c'est dommage qu'ils se perdent autant dans ces attitudes-là, je suis d'accord. Et surtout, juste pour finir, surtout, Vinicius, c'est un joueur, s'il passe 2 fois dans un match sur 50 duels et qu'il est 2 fois décisif, il gagne forcément son duel dans l'esprit des gens. En C'est-à-dire plus. que même si nous on juge que son match est pas top, si lui il passe 2 fois et qu'il est décisif 2 fois, que ce soit sur un but, une passe décisive, un décalage, il gagne son duel. Donc il devrait être patient, il devrait faire preuve de patience, de maturité. Ça viendra, c'est encore un joueur jeune, mais putain, en tous les cas, en ce moment, qu'est-ce qu'il est agaçant. Ouais. Parlons des autres. Des autres qui ont été moins bons. Bon, t'as un petit peu parlé de Lounine. Je vais te rejoindre, hein, globalement. Je trouve que sa performance, elle est pas follissime. Pareil sur les trois buts, surtout sur le troisième, hein, je trouve qu'il doit. Enfin, le Il n'a troisième, pas le oui, droit. on l'a dit, c'est impardonnable. Mais même sur le deuxième, surtout, je voulais dire, pour moi, tous les jours, il doit la prendre. Et je pense que Rudiger, certes, il est coupable parce que passif et qu'il doit la dégager, et puis c'est tout, il cherche pas compliqué. Mais je pense qu'il a aussi confiance en son gardien. Il se dit, mais c'est bon, il l'a en fait. Donc c'est aussi ça la situation. Et de toute façon, le débat des gardiens, il est assez clair. Il n'est pas officiellement, définitivement tranché par Ancelotti. Et on comprend peut-être un petit peu mieux ce soir pourquoi. Mais c'est vrai que même si on s'est enflammé un petit peu sur les derniers matchs de Lounine, qui étaient, oui, très bons, la réalité, il va falloir s'y faire jusqu'à la fin de saison, c'est qu'au Real actuellement, jusqu'au retour de Thibaut Courtois, on n'a pas de top gardien. On n'a pas bon, ce soir, c'est peut-être pas le cas parce qu'il fait une erreur énorme, mais on n'a pas un Oblak qui fait partie vraiment du gratin des top gardien au Real Madrid, que ce soit Lunin ou Kepa. Et moi, il y a un truc je trouve qu'ils ont un point commun, mais alors c'est négatif, c'est qu'ils sont tous les deux catastrophiques dans la lecture du jeu et dans la capacité à sortir ou pas sortir, que ce soit dans le domaine aérien, mais même aussi sur des ballons simples en profondeur. J'ai une action qui m'a quand même assez choqué sur la. T'es déjà dans les prolongations ou en fin de match, je Non, je sais crois que c'est en plus. fin de match. Je crois que c'est fin de match. Ouais, c'est avant la prolongue. Bref, il y a un ballon Griezmann, ouais. sur Griezmann où Griezmann, on sait, c'est pas une fureur en termes de vitesse pure, vitesse de pointe. Lonin a 20 000 fois l'opportunité d'aller chercher ce ballon tranquille, qui en plus était dans sa surface, donc il peut même plonger, la prendre la capter et puis c'est fini. Et il laisse le ballon à Griezmann. Et derrière, bon, heureusement, ça se traduit pas par quelque chose de concret. Mais voilà, on se retrouve encore une fois avec un ballon qui dans notre surface, alors que le gardien pouvait tranquillement aller la chercher, quoi. Donc voilà. Conclusion, c'est que les deux, de toute façon, je pense que Lunin apporte un petit peu plus, en tout cas sur la tendance de sécurité. Mais on a bien vu ce soir que même Lunin, c'est pas infaillible. Non, mais de toute façon, au final, le débat, il reste ouvert. Moi, j'attends des excuses de ceux qui me disaient, ouais, ton Kepa meilleur, etc. Il faut juste se dire que les deux n'ont pas le niveau Real Madrid actuellement. C'est-à-dire que moi, aucun m'inspire confiance. C'est ce que j'ai toujours prôné. J'avais un peu plus d'assurance avec Kepa. Peut-être mon côté nationaliste, encore une fois, peut-être que je le mets un peu devant, mais les deux ne m'inspirent pas confiance. Dans le jeu au pied, à part ces deux relances où il a 100 fois le temps sur Carvajal, il est pas bon, il se précipite. Sur sa lecture du jeu, tu l'as dit, on va pas revenir dessus, c'est une catastrophe également. Après, sur sa ligne, ça reste un bon gardien, tout comme Kepa, capable de très grandes, de très grandes parades. Ça, y a aucun souci, mais putain, c'est le minimum quand t'es gardien. Alors, sur le deuxième but, c'est vrai que Rudiger, il est quand même, je pense que son hésitation, elle le fait lui hésiter, et du coup, c'est pas si simple que ça va très vite. Mais j'estime il doit pouvoir capter ce ballon. Mais en tous les cas, oui, il y a pas de gardien qui nous assure ce que nous assure Thibaut Courtois. Donc à son retour, il n'y aura pas de débat non plus. Il n'y en aura aucun des deux. Et puis Lounine, c'est griller une cartouche. Si Ancelotti respecte ce qu'il a dit et que Kepa joue en Liga, eh ben, malheureusement, il lui reste plus que la Ligue des Champions. La Super Coupe est passée, la Coupe du Roi est passée. Il te reste qu'une compétition, mon grand. Et voilà, ça voudrait dire qu'on le reverrait bah, au grand max, et je l'espère, cette fois, cette saison. Donc, c'est pas énorme. Ouais, enfin, c'est vraiment pas ça. Honnêtement, là, je vois pas Lunin. Du coup, là, ça va que tu le benches jusque pendant quasiment un mois, puisque la Ligue des Champions, c'est le 13 pour le Real Madrid. Donc, ça fait 3 grosses semaines
sans compétition pour Lunin, si on part vraiment du principe que les coupes pour Lunin et le championnat pour Kepa, ça me paraît vraiment pas terrible comme schéma. Je pense et j'espère quand même qu'il va vraiment trancher là sur les 2 semaines à venir parce que enfin là, je pense que si tu en plus, il sort d'un mauvais match, donc si son prochain match c'est un match coup près de Ligue des Champions, ouf, moi je serais pas serein en tout cas. Moi, je pense comme toi qu'il tranchera dans le sens où il a dit que Kepa jouerait en Liga, mais il n'a pas dit toute la Liga. Je pense qu'il jouera en Liga. Il y a encore une lutte. Et puis qu'il y aura une décision qui sera par contre rapidement prise. Qu'on se le dise, ce sera pas le meilleur qui sera aligné, mais ce sera le moins mauvais, à mon avis. Hmm. Rudiger aussi qui a été décevant, je trouve. Voilà, bon, il a le droit aussi lui aussi de faire un mauvais match cette saison. Ça tombe assez mal. Il n'en a pas eu beaucoup des ratés. Je pense que c'est même le premier vrai match où il passe, je trouve, vraiment à côté. Ouais, c'est le premier où il passe à côté cette saison. Ça fait chier. C'est dans un derby. Et puis, bah, c'est préjudiciable parce que bon, le premier but, il doit peut-être mieux faire. Mais bon, je C'est trouve que comme il c'est peut. pas si simple non plus. Parce qu'elle est touchée par Griezmann avant. Ça va vite. Il essaye de la dégager en sortie. C'est trop court. Bon, voilà, c'est pas trop de chance. Le deuxième, ouais, il est beaucoup plus hésitant. Et de manière générale, il était un peu plus hésitant. Heureusement, Nacho est équilibré parce que je trouve que Nacho a fait un vrai gros match. Mais voilà, ça arrive. On lui en veut aussi parce que bah, ça fait chier. Mais voilà. Comment lui en vouloir cette saison après toutes ces prestations incroyables? Ouais. Même Nacho, j'ai trouvé mieux, mais pas non plus. Parce que sur le premier but, il me semble que c'est lui qui couvre en premier lieu au départ de l'action. Après, sur le troisième, c'est pareil. Bon, je pense qu'il s'attend à ce que Chouamani aille plutôt au contact de Griezmann, mais c'est pareil, il est un peu endormi. De quoi? Le quatrième, c'est Griezmann, non? Et sur le Ouais. quatrième, il est pas là, Nacho. Sur le troisième, c'est Griezmann. Le troisième but, c'est Griezmann. Ou la perte de Ah, balle de pardon. Vinicius. Oui, sur la. Non! Hmm. Ah oui, pardon. Non, mais Si, il est si. plus là, Nacho. Il sort. Il sort sur la. C'est Chouameni qui passe dans l'axe. Il est plus là, Nacho. Je suis pratiquement certain qu'il est plus là, hein. Ça après, je crois. Attends, je vérifie, mais je suis quasiment certain que Nacho n'est plus là à ce moment-là. Sur le troisième On va, but. Ah, si, si, on Nacho est va, encore là. Allez, on va boucler le débat tout de suite. Moi, il me semble que si, si, parce que moi, je vois bien, assez bien Tchouaméni et Nacho, tous les deux côte à côte, en train de presque se regarder et à regarder Griezmann. Toi, tu y vas? Non? Bon, moi, j'y vais. Non, je vais pas non plus. peut-être que je fais erreur, mais Je la vois comme ça, moi, le la situation. troisième. Il me semble qu'il rentre après. Ouais, t'as raison, non, il sort 6 minutes après, autant pour moi. Ouais. Autant pour moi. Mais Donc, ouais, bon, moi, je l'ai quand même trouvé très bon dans pour le l'ensemble, coup, dans le mieux. duel. Dans le duel, je trouve qu'il fait beaucoup d'anticipation. Il bloque un peu le couloir sur Griezmann, notamment sur les 90 premières minutes. Je le trouve quand même plutôt bon dans le match. Après, c'est vrai qu'il couvre sur le premier. Sur le troisième, il faudrait que je revoie. Peut-être que pour le coup, si je le voyais pas, c'est que c'est peut-être négatif, mais autant pour moi, ouais, je l'avais pas. Je pensais qu'il était déjà dehors. Pour conclure, parce que je vois qu'on est déjà pas mal niveau temps, ça va râler dans les commentaires sur YouTube, niveau timing. D'autres perfs que tu veux relever, Bellingham, tu l'as dit, je suis d'accord avec toi, ça a été le meilleur joueur côté Real. Vinicius, on l'a dit, passé à côté. Rodrigo, je trouve pas trop mal. Je trouve qu'encore une fois, Correct. il lui manque l'efficacité, mais je trouve quand même que dans certains déplacements, le dribble, il se crée aussi des grosses occasions. Il tombe sur un bon black encore une fois. Au milieu de terrain, bon, on l'a dit, Modric un petit peu en dessous, Valverde, je trouve fidèle à lui-même, même si sur la fin de match, on sentait que physiquement, les 2 matchs là qu'il avait derrière lui, ça commençait à peser. Camavinga, j'ai trouvé plutôt correct. J'ai bien aimé sur les sorties de balles, notamment en première période. Après, Beaucoup de déchets pour moi, beaucoup de déchets pour moi, Kamavinga aujourd'hui. Même en tant que latéral gauche, je trouve que c'est compliqué la tâche. Il y a de très belles choses, hein, mais il y a eu aussi quand même pas mal de déchets, à attends, mon sens. Et Valverde, je l'ai trouvé plutôt absent, moi, pour ma part, aujourd'hui. Mais on l'a vu se plaindre du dos, pardon, 2 fois dans le match. Moi, je pense qu'il est vraiment fatigué pour le coup, lui. et je pense ça s'expliquerait assez facilement. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Après, Carvajal, c'est pareil, il se fait quand même bouffer sur le premier but. Mais après, je trouve qu'il a été fidèle à lui-même, solide. Puis Ferland Mendy, bah, c'est pareil, hein, fidèle à lui-même, costaud défensivement, sans plus sur le plan offensif. Bref, il reste la Liga et la Ligue des Champions pour le Real cette saison.
Ouais, encore deux compétitions, les deux majeures entre guillemets. Voilà, c'est un peu dommage de sortir et surtout de perdre un derby. C'est jamais plaisant. C'est même, c'est même très déplaisant. Mais voilà, c'est ce qu'il faut retenir aussi, c'est que on peut redescendre un petit peu sur terre. On a fait une très belle super coupe, on a marqué beaucoup, mais par contre, à contrario, face à l'Atlético sur les deux derniers matchs, c'est 7 buts encaissés. On prend beaucoup trop de buts, beaucoup trop de buts. C'est beaucoup trop face à nos gros adversaires. Dès que l'intensité augmente un petit peu, eh ben forcément, on devient fébrile défensivement. Donc attention, le Real Madrid n'a pas gagné la Ligue des Champions. Le Real Madrid n'a pas gagné la Liga, même si c'est bien parti. Mais voilà, il faut encore travailler et travailler encore pour pouvoir gagner des titres. Et voilà, ça permet aussi de redescendre un peu sur terre. D'accord avec toi sur ce point-là que ça fait un peu redescendre sur terre parfois. Perdre un petit match, ça peut faire du bien aussi pour remobiliser un peu tout le monde. Après, pour la Copa, il y a deux visions. À la fois, c'est positif parce qu'on va avoir un petit peu plus de repos. On aura un match en semaine en moins. Mais en même temps, c'est un petit peu dommage dans le sens où c'était aussi l'occasion de donner des minutes de jeu à ceux qui jouent un peu moins. Bon, on l'a dit, Arda Güler, qu'on aurait bien aimé voir du coup dans cette prolongation, bah, peut-être qu'il aurait pu jouer sur le prochain match de Copa, qui aurait été assurément, en plus, un tour un petit peu plus, sur le papier en tout cas, abordable. C'est un peu dommage sur ce point-là, mais bon, c'est comme ça. Bref. Ouais, Je pense qu'on a fait le tour, assez sûr même, même si je pense qu'il y a encore des choses à dire, mais on va s'arrêter là pour ce débrief. Merci Rota, merci à tous d'avoir regardé la merci Tom. vidéo. Un petit peu en freestyle ce soir niveau caméra et son peut-être, vous l'imaginerez. Sur ce, passez une bonne fin de semaine, un bon week-end, prenez soin de vous, puis on se dit à très vite sur Alphonse. Allez, ciao. Ciao.